Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du 11 du Barça, le 11 type, on va l'appeler comme ça, même si c'est pas un nom que j'aime beaucoup donner à l'équipe, parce que pour moi il n'y a pas forcément de 11 type, c'est plutôt un 11 avec beaucoup de possibilités que tu peux modifier, on va dire, en cours de match et aussi avec différents joueurs que tu as sur le banc. Enfin bref, on va parler de tout ça, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. J'avais déjà sorti une vidéo 11 type au début de saison, on va dire juste après le mercato, mais comme d'habitude, tu fais ton 11 type. Bon, déjà dans cette vidéo, j'avais déjà donné un peu mon avis sur l'expression 11 type, tout ça c'est des trucs pour donner des trophées ou alors c'est des trucs pour à FIFA, on va dire des 11 types. Tu n'as pas vraiment de 11 types. Dans le football moderne, il y a tellement de matchs et il y a tellement de possibilités de blessures. On l'a bien vu en ce début de saison, que tu peux pas vraiment dire j'ai mon 11 type et ça sera ça quasiment tous les matchs. Non, on a un banc qui est pas forcément non plus monstrueux, mais quand on a tous les joueurs disponibles, on a quand même beaucoup de possibilités, surtout au milieu. Donc le 11 type, cette expression, on va dire 11 type, ce truc-là n'a pas vraiment sa place pour moi dans le football actuel. On a vu en début de saison qu'on partait avec, pour dire un petit peu mon 11, j'avais donné, je crois, Cancelo à droite, Baldé à gauche, Araujo, Koundé dans l'axe, un milieu, je sais plus exactement, mais il n'y avait pas Gavi qui était là, il n'y avait pas forcément Félix de titulaire parce qu'on avait Pedri, Gundogan, Frenkie pour moi qui étaient des personnages, des joueurs assez importants fallait pas forcément les mettre sur le banc. Il y avait Lewandowski, il y avait Rafinha, voilà, bref. Donc là on a vu en début de saison que c'était assez compliqué, qu'on a surtout subi énormément de contre-attaques, que d'avoir une formation beaucoup trop offensive, on va dire, pouvait nous poser des problèmes défensivement, même face à des petites équipes finalement. J'avais déjà sorti des vidéos sur nos problèmes, on va dire, offensifs, dire que finalement, on n'a pas forcément des problèmes dans la création d'occasion, mais plus dans la finition, dans l'efficacité de nos attaquants qui sont pas forcément en forme cette saison. Lewandowski qui a mis très peu de buts, qui a mis quasiment autant de buts que Ferran Torres, je crois, voire peut-être même moins, je suis pas sûr. Joao Félix qui a marqué quelques buts par-ci par-là, mais c'est assez léger. Rafinha aussi qui, en plus, a subi une blessure, donc qui est pas forcément excellent. Donc voilà, il y a beaucoup de faits comme ça, mais nos attaquants sont pas non plus dans une efficacité extrême, quoi. Et notre défense en ce début de saison, malgré l'état de forme, enfin je veux dire le niveau plutôt affiché de Koundé, qui en début de saison était assez monstrueux, s'est blessé. Ça nous a obligés à repenser un petit peu la défense, on va dire, mais c'est compliqué. Donc ce qu'on voyait en début de saison, c'était un Cancelo qui montait vachement au milieu, enfin en début de saison. Au début où il y a eu les deux Joao qui sont arrivés, un Joao Cancelo qui montait beaucoup en attaque, beaucoup au milieu, et un Baldé qui montait sur l'aile comme d'habitude. Le problème nos problèmes défensifs venaient principalement de là. Évidemment, ce n'est pas uniquement ça, il y a le contre-pressing qui doit être efficace. On fait un contre-pressing en ce début de saison beaucoup moins efficace que la saison dernière. Donc il y a le contre-pressing, il y a le placement des joueurs, tout ça, les pertes de balles quand l'équipe n'est pas bien en place, mais il y a surtout le placement des joueurs qui sont compliqués, très offensifs, et du coup on subit énormément défensivement. Donc la nouvelle, on va dire, version de ce 11 type, alors évidemment, dans un premier temps, on voit une équipe donc disposée en 3-4-3, on va dire, ou en 3-2-2-3, quelque chose comme ça. Pas forcément un Cancelo très haut ni attaquant vraiment. On va le voir ça. De toute façon, il y a beaucoup de possibilités aussi avec ce 11 de mouvement. C'est ce qui compte avant tout, je le répète, mais j'essaie de me répéter assez souvent pour que je me fasse bien comprendre, on va dire. C'est pas vraiment une question de système le plus important, c'est une question d'animation. Évidemment, on peut partir ici en phase défensive avec un 4-3-3, on va dire, tac, ou même... C'est en fait, déjà, je tiens à vraiment, être un peu plus clair sur ça, c'est quand on défend finalement, on ne défend pas en 4-3-3. Concrètement, on le voit, la plupart des équipes dans le football moderne, le football actuel, on va dire, défendent en 4-4-2. Parce que ça te permet de presser les deux attaquants, les deux défenseurs centraux, les deux latéraux, tu vois, de te coller défensivement à un 4-4-2 ou 4-3-3, tu vois. Déjà, les 4 pressent les défenseurs. Ensuite, 2 au milieu et ensuite d'avoir une supériorité en attaque aussi. Si l'équipe adverse attaque avec 3 attaquants, tu as le latéral qui prend l'ailier, l'autre latéral qui prend l'ailier et en attaque, tu as un attaquant pour 2 défenseurs centraux, logiquement. Puis après, les 2 au milieu avec un gars qui va presser peut-être le 6, tu vois, voilà. Bref. Mais généralement, on ne défend pas en 4-3-3. Ça arrive très peu, on va dire.
C'est assez rare, je dirais. Donc en phase défensive, l'équipe elle ressemblerait à ça. Donc forcément, c'est pas parce qu'on voit le truc en 4-4-2 qu'on joue après en 4-4-2. Il faut comprendre aussi qu'il y a deux animations différentes quand on est en version, on va dire, défensive, quand on défend, et quand on a le ballon, quand on attaque, ça n'a plus rien à voir. Les intentions évidemment sont bien différentes et la phase défensive c'est pour bloquer les attaques et récupérer le ballon au mieux, tu vois, défendre au mieux, être le plus compact possible, tout ça. Quand on attaque, forcément c'est plus les mêmes intentions, c'est évident. Donc en phase d'attaque, on aurait Lewandowski donc en pointe classique, Rafinha sur l'aile, João Félix qui est sur l'aile et qui rentrerait dans l'axe comme on le voit depuis le début de saison avec une association Félix-Lewandowski qui marche plutôt pas mal et qui est plutôt intéressante. Voilà, quelque chose qu'on aimerait travailler un petit peu plus, on va dire. Bon, là, on a Frenkie, il n'est pas encore totalement de retour. Là, il y a Koundé aussi, c'est pareil, il est blessé actuellement, mais j'ai essayé de faire un 11 type plus ou moins qui correspond avec un peu l'actualité et un peu ce qu'on verrait. Parce que, évidemment, quand on voit le 11, on se dit qu'est-ce que Pedri fout sur le banc ? Ou même peut-être Baldé, on vous posez la question, c'est peut-être la plus grosse interrogation, mais on va en parler. Pedri, on connaît. On connaît les problèmes de Pedri, c'est les blessures. Donc, moi, en tout cas pour cette saison, vu tous les joueurs qu'on a au milieu, vu l'importance de Gundogan aussi, et que pour moi, Pedri et Gundogan ont plutôt un profil assez similaire, je partirais avec Gundogan titulaire, avec un Pedri qui joue de temps en temps, mais il faut aller doucement avec Pedri. J'ai envie de retrouver un Pedri en forme, j'ai envie de retrouver un Pedri qui peut enchaîner plus de 10 matchs d'affilée sans partir pour 6 mois de blessure. C'est des trucs que j'aimerais bien voir dans la vie, avant de disparaître. donc dans un premier temps, Pedri, c'est un joueur qui jouera de temps en temps. C'est un joueur pour moi qui doit être un joueur de rotation. Pas par rapport à son talent, mais par rapport à sa fragilité, tout simplement. On a aussi Fermin Lopez. Fermin Lopez qui peut nous permettre de faire tourner Gundogan et aussi probablement, potentiellement, João Félix. Il peut avoir ce rôle-là aussi, ça peut être intéressant. Je pense qu'il peut le faire. Donc, on a pour Gundogan et pour Félix déjà un remplaçant chacun qui peuvent être Pedri et Fermin Lopez. Sachant que Ferran Torres peut aussi jouer le rôle de Félix. Logiquement, il saurait le faire. Le problème, c'est que Ferran Torres, il remplace aussi Lewandowski, il remplace aussi Rafinha. Bref, mais pour moi, logiquement, il pourrait remplacer assez facilement João Félix, enfin facilement en termes de profil, et cet hiver, quand Vitor Roque arrivera, il pourra remplacer, être la doublure, on va dire, de Lewandowski, ou alors le titulaire, Lewandowski la doublure, on verra. Donc on repart sur João Félix qui rentre dans l'axe, Cancelo à gauche, ça c'est la nouveauté. J'avais dit quand Cancelo est arrivé que ça nous offrait une possibilité de jouer avec un Cancelo à gauche qui pourrait aussi faire souffler Baldé. Et en ce début de saison, on voit quand même que Baldé a beaucoup de mal. Je veux dire, je l'ai dit plusieurs fois. Certains m'ont critiqué pour ça, mais finalement, enfin, je veux dire, c'est juste un constat. C'est pas un agenda, c'est juste un constat. Baldé, on le sent pas forcément concerné. Alors je sais pas si c'est le système qui le dérange, je sais pas si c'est le fait de ne plus avoir vraiment de concurrence sur son côté, je ne sais pas tout ça, mais pour moi le problème qu'on a aussi dans notre animation, parce que Baldé apporte énormément défensivement. Quand il joue pas trop haut, évidemment, quand il a le temps de redescendre, ça c'est pas vraiment de sa faute. Quand il a le temps de redescendre et qu'il défend, Baldé il est important défensivement, parce qu'il a cette puissance, cette vitesse où il peut faire les retours défensifs très rapides. Franchement, tenir beaucoup d'ailiers. Il peut tenir quand même beaucoup d'ailiers dangereux et rapides, Baldé sur son côté, et ça c'est un très grand avantage. Peut-être il a plus un avantage physique, puissant et rapide que Cancelo par exemple. Mais le problème c'est que quand on a le ballon, Baldé on le sent pas forcément concerné, on le sent trop, on le sent... moi j'ai l'impression quand je regarde les matchs que Baldé est sur son côté et qu'il est juste comme un... Il est là pour faire le nombre quoi. Qu'il est là comme un... Je dirais pas un plot tu vois, mais qu'il n'est pas forcément important. Tu vas passer sur le côté de gauche et ça n'aura pas d'importance. Parce que le problème c'est que Baldé, la plupart du temps il fait des passes en retrait, c'est ça quoi, la plupart du temps il fait des passes en retrait, donc en fait on passe sur le côté de Baldé et on sait c'est juste pour faire tourner quoi. On peut pas attendre, j'ai l'impression qu'on n'attend pas de lui qu'il fasse vraiment des différences, alors que finalement on doit faire des différences sur nos deux ailes. C'est ça le truc aussi, c'est ça le problème qu'on a. Alors là j'ai mis Rafinha, évidemment il peut y avoir Lamine aussi en doublure, mais pour moi Lamine, on l'a vu en ce début de saison, quand il enchaîne trop c'est un peu compliqué physiquement, il est un peu à la peine on va dire. Donc il faut que sur l'aile droite on fasse des différences. Alors est-ce que Rafinha est la bonne personne pour faire des différences? Je ne sais pas, mais en tout cas
logiquement, il faut qu'on arrive à faire des différences sur les ailes aussi, mais pas uniquement à droite. Que ça soit Lamine ou Rafinha, c'est pas uniquement là qu'on doit attendre de faire des différences, c'est aussi de l'autre côté. Et la plupart du temps, quand on a le ballon, quand on passe par la gauche, il se passe pas grand-chose concrètement. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien essayer Cancelo. Voilà, et surtout, j'en ai pas encore parlé, mais la défense à 3 concrètement doit faire son retour. Défense à 3, double pivot, je me suis déjà exprimé là-dessus après le Real Madrid. On l'a vu dans le Classico. Alors évidemment que ce système-là à 3 défenseurs, tu vas pas forcément le mettre à tous les matchs, à chaque fois quoi. Contre une équipe qui va poser le bus par exemple, qui va jouer en 5-3-2 par exemple, je sais pas si c'est hyper utile ou vraiment important de jouer à 3 derrière, je n'en sais rien, je ne dirais pas oui ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les gros matchs, comme on l'a vu contre le Real Madrid, défense à 3 quand on a le ballon, et double pivot. Alors là, le double pivot, Frenkie Gavi, pour moi, ça a bien de la gueule, quoi, concrètement. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Évidemment, Roméo, en ce début de saison, c'est très très compliqué. Roméo, ça peut être un joueur de rotation. Pour moi, il n'y a pas de problème avec ça. Tu peux mettre Roméo en fin de match pour faire souffler. Tu peux mettre Roméo dans des petits matchs aussi, même si il va pas apporter grand-chose. C'est pas très grave. De temps en temps, il faudra quand même faire tourner. Pas le choix, quoi. Pas le choix. Donc pour le double pivot, on a quand même des remplaçants. Roméo, qui peut jouer à la place de Frenkie ou Gavi, même s'il apporte même pas un dixième de ce que feront les deux, je sais bien. On peut aussi avoir Gundogan, qui peut jouer dans un double pivot plus bas, si on a Firmine plus haut ou Pedri plus haut. Voilà, ça c'est une autre possibilité. Même Roberto, hein, j'ai pas envie de voir Roberto, voilà. Mais pourquoi pas voir Roberto en double pivot dans le rôle de Frenkie ou de Gavi avec une certaine activité. Roberto, il a pas... C'est pas un joueur exceptionnel, on connaît tous les qualités, le talent de Roberto. Mais Roberto, il a de l'endurance, il a ce côté travailleur. Donc dans les petits matchs, pourquoi pas aussi faire souffler des mecs comme Gavi qui enchaînent beaucoup. Des mecs comme Frenkie aussi qui enchaînent beaucoup. Là, qui finalement en début de saison, c'est carrément blessé, c'est comme ça, c'est pas de chance. Donc pourquoi pas mettre aussi Roberto de temps en temps. Alors je dis pas qu'il faut mettre Roberto et Roméo en double pivot en même temps, ça serait quand même assez... ça serait violent je pense, c'est de la violence, oui, pour nos yeux. Donc. Et ensuite, bon, après les doublures des défenseurs, évidemment chose importante pour moi, vu que Cancelo, pour moi, dans un premier temps en tout cas, là, à l'instant T on va dire, et dans le moyen terme on va dire cette saison, Cancelo doit jouer à la place de Baldé et... Marcos Alonso du coup ne deviendrait pas une doublure il jouerait pas latéral. Pour moi, dans une défense à 3, Marcos Alonso, il doit jouer là. Donc pour moi, Marcos Alonso, en fait, sera la doublure d'Inigo Martinez. Si on met Inigo Martinez, si on fait souffler un peu Araujo, tu vois, tu mets Koundé à droite, tu mets Christensen, tu mets Inigo Martinez, et en cours de match, tu peux mettre Marcos Alonso, ou de temps en temps, tu vois. Ça, c'est une possibilité, tu vois. Marcos Alonso ne doit pas être, pour moi, latéral. Il apporte pas forcément offensivement parce qu'il fait des bons centres, mais on va dire qu'il n'est pas assez rapide pour faire des différences sur son côté. Tu vois, il va juste faire des passes, on va dire, mais ça va être compliqué. Et les retours défensifs aussi vont être compliqués par sa lenteur. Donc, Marcos Alonso, je verrais plus comme un troisième central à gauche, comme il l'a fait de temps en temps la saison dernière, et c'était pas si mal que ça. Donc là, dans cette compo, en termes de possibilités aussi, on sait que Cancelo, ça c'est autre interrogation aussi, on sait que Cancelo, il a tendance à pas forcément coller la ligne. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est un piston, carrément, genre comme ça, on peut jouer en 3-5-2 avec Baldé et Cancelo piston. Alors, Cancelo n'est absolument pas un piston. Pour être un piston, il faut faire des allers-retours pendant tout le match. C'est pas un joueur qui fait ça, vraiment, il aime bien avoir beaucoup de liberté et surtout, c'est un joueur assez axial finalement. Donc, soit on a un Cancelo qui mange la ligne, on va dire, qui colle la ligne et avec un Joao Félix qui rentre dans l'axe, et Cancelo qui essaie de centrer. On l'a vu à City, fin de City, il jouait tout le temps latéral gauche. Il a été prêté au Bayern, il jouait quasiment très très souvent, disons, latéral gauche. Donc Cancelo, il a l'habitude de jouer comme ça et il aime bien faire ses petites passes extérieures du pied. Donc, pourquoi pas
apporter du danger par les centres. On sait qu'on a un problème de centre ou de passe dangereuse avec Baldé qui a du mal à réussir ses centres. Essayons avec Cancelo à gauche. Ça peut être très intéressant et puis avoir la connexion portugaise, on va dire, sur le côté gauche, ça peut être aussi assez intéressant. Donc possibilité numéro 1, c'est que Cancelo colle la ligne et que Joao Félix rentre dans l'axe. Autre possibilité, c'est que Joao Félix, dans les appels, imaginons qu'on attaque, qu'on récupère le ballon, on est en phase de défense, on récupère le ballon, Cancelo monte pour attaquer, on va dire, pour se proposer, la balle elle est dans cette zone-là, Joao Félix a le ballon, disons, et il est sur l'aile. Et Joao Félix, au lieu de rentrer dans l'axe, disons qu'il déborde. Eh bien, Cancelo, soit il fait sa course en diagonale et il vient aider dans l'axe, tout simplement. Soit si c'est Frenkie qui a le ballon, disons, pour casser des lignes et pour partir en attaque, tu vois. Donc Frenkie me porte le ballon, il monte. Joao Félix fait son appel sur le côté, on va dire. Cancelo, il court en soutien, on va dire, de l'attaque. Frenkie, il monte, il arrive dans l'axe. Disons, à cet endroit-là, Cancelo, il peut venir ici. Il apporte son soutien, tout simplement. Si Frenkie lâche le ballon pour Joao Félix sur la gauche, et Joao Félix, il va provoquer son latéral dans son couloir mais qu'il n'a pas de solution, Cancelo il est là en soutien derrière, tu vois. Cancelo c'est un joueur intéressant, ça c'est cette phase là, c'est un exemple, mais quand j'ai fait une analyse sur Cancelo quand il jouait à Manchester City et au Bayern, tout ça, il y a exactement eu cette phase là avec, sauf que là c'était Sterling, donc c'est un ailier un peu plus qui mange un peu plus la ligne, et là c'était Gundogan d'ailleurs, et là il y avait Cancelo à gauche, et Gundogan on le voit à un moment monter dans le demi-espace parce que Sterling il fait l'appel, et on voit Cancelo qui fait la même course que Sterling, on va dire. Il veut dédoubler, mais Sterling il prend le ballon et il court dans le couloir, on va dire. Donc Cancelo, au lieu d'aller dans le même endroit, il est allé à l'intérieur du jeu, et là on a Gundogan qui fait l'appel dans le demi-espace. Et finalement, Sterling, il n'a pas de solution. Il repasse par l'arrière sur Cancelo qui est là en soutien et qui finalement est plus ou moins placé en double pivot. Donc ça, c'est une possibilité assez intéressante, je trouve, parce qu'on a des joueurs qui bougent beaucoup là. Frenkie, Cancelo, Joao Félix sur la gauche, c'est des joueurs qui peuvent changer de position. Frenkie, c'est un joueur qui peut jouer en double pivot. C'est un joueur aussi qui peut se projeter en attaque. Il l'a déjà fait au Barça et même ailleurs, mais bref, il l'a déjà fait au Barça. Joao Félix, c'est un joueur qui aime vachement l'axe, mais de temps en temps, s'il a envie de déborder un peu, d'aller fixer son latéral et essayer de provoquer un peu dans le couloir, on a cette possibilité cette fluidité, on va dire, cette possibilité où des joueurs qui peuvent échanger leur poste, quoi, tout simplement. Donc là, on est sur un nouveau schéma. Donc là, on va voir un petit peu comment on pourrait faire des différences, on va dire, avec le ballon. Là, on est positionné en phase défensive. Pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, avec l'équipe d'en face qui attaque, on va dire, en 4-3-3, et nous, on défend en 4-4-2, tu vois. Donc c'est pour dire pour montrer, pour que ça soit un peu plus clair, on va dire latéral contre ailier, les deux défenseurs sur l'attaquant dans l'axe, le double pivot sur les deux milieux, le 6 tient un peu seul, mais qui peut être fermé par Gundogan. Lewandowski qui peut faire le pressing. Généralement, quand on fait le pressing, vous le verrez de toute façon, mais on peut le voir à chaque week-end. L'attaquant et le milieu ne vont pas presser les deux défenseurs centraux. On a le troisième milieu, on va dire plutôt, qui va presser là au milieu, et l'attaquant qui essaie de se balader entre les deux, tu vois. C'est-à-dire que si lui il a la balle, Lewandowski, au lieu d'aller direct là-dessus, il va aller vers là, tu vois, pour bloquer cette potentielle passe vers le numéro 5, et comme ça le 4 est obligé de jouer vers l'avant. Donc soit il joue sur le 2 et Félix est dessus, soit il joue sur le 10, Frenkie est dessus, soit il joue sur le 7 et Cancelo il est là, tu vois. Donc ça c'est juste pour dire à peu près comment on défend, mais comment tout le monde plus ou moins défend dans le football. Maintenant en phase d'attaque, on perd l'équipe adverse perd le ballon, on récupère la balle. On a la défense adverse donc qui va se placer à son tour en 4-4-2. Généralement ça se passe comme ça. Donc ils sont en 4-4-2. Nous on attaque donc d'après moi mon système en 3-4-3. Donc on a Joao Félix qui est rentré dans l'axe, Lewandowski qui est en pointe, Gundogan qui est dans le demi-espace droit, donc Joao Félix dans le demi-espace gauche, Cancelo qui est devant, Christensen, Koundé, Araujo, Xavi, Frenkie en double pivot et Rafinha sur l'aile. Donc là le problème que vont avoir les adversaires, c'est que le 11 là il va aller presser disons Araujo, le 9 il va presser un attaquant, on va dire que le 11 il va rester sur Xavi plutôt. L'attaquant de pointe il va aller sur Koundé, et le 10 soit il va sur Christensen, soit il reste sur Frenkie. Logiquement, on a Frenkie ici, on a Xavi. Là le 7 soit il prend Cancelo, parce que le 2 soit il suit Félix, soit il va sur Cancelo. Mais si le 2 il va sur Cancelo, eh bien Félix là d'un coup tu vois il va commencer à être libre un petit peu. Donc le 6 faudra qu'il redescende, mais ça laisse un espace ici.
Si Lewandowski fait son appel, quelqu'un pourra lui passer la balle, lui il va sortir et là Joao Félix il aura de l'espace potentiel, tu vois, c'est des mouvements. Après il faut avoir déjà aussi des mouvements en attaque, ça serait pas mal. Donc le 2 soit il va sur Cancelo, c'est assez risqué, et le 7 va sur Christensen par exemple, mais c'est assez risqué parce que si on arrive à casser des lignes, à trouver des solutions, ça donne du 1 contre 1, ça peut être très dangereux pour l'adversaire. Donc le 2 généralement ce qu'il va faire c'est ça, et le 7 ça. Comme ça on va se retrouver avec une bonne défense à 5 classique contre nous, et c'est plus souvent ça quoi. Mais là c'est surtout la défense à 3 et le double pivot, c'est surtout pour trouver des facilités, des solutions plus simples pour nous pour ressortir le ballon tout simplement. On a toujours un joueur libre, là même plusieurs, même 2 je dirais. Donc on a Koundé, Christensen et Araujo, et là tu es obligé d'aller presser. Si on l'a vu avec le Real, quand il y avait Bellingham, Vinicius et Rodrigo qui venaient presser, mais il y en avait un qui pressait comme ça et 2 qui venaient nous presser nos défenseurs. Donc si on fait la passe Koundé pour Araujo, le 9 il vient presser ici, sauf que le 11 il doit partir de Frenkie pour aller sur Gavi, et Gavi entre temps il a fait sa course, donc le 11 a plus de distance. Donc là Araujo sert Gavi il a le ballon, le 11 il a lâché Frenkie est seul. Gavi, si Gundogan vient faire l'appel et que lui il suit pas, Gavi il sert, on va mettre la petite balle, Gavi il sert Gundogan et Gundogan sert Frenkie, et Frenkie là il avance, il est seul face au jeu. Le 6 monte sur lui, ça libère Félix ou ça libère Lewandowski. Si Lewandowski fait son appel, Frenkie sert le ballon pour Lewandowski, lui il a suivi, et Félix part dans l'axe, tu vois. Bref, c'est des possibilités, mais c'est pour montrer un peu aussi, voilà, ça se passe, ça c'est bien beau sur le papier, mais ça se passe pas aussi facilement, sinon ça serait trop simple. Mais c'est pour montrer les facilités de sortie de balle déjà, de casser les premières lignes de pressing avec cette défense à 3 qui peut écarter. Parce que ça nous donne une possibilité, sachant que Araujo ou Christensen, principalement Christensen ou même Inigo Martinez, comme on l'a vu dans les derniers matchs, joue quand même assez haut. C'est-à-dire qu'il vient quasiment comme troisième milieu. On a une possibilité en plus. C'est-à-dire que si le 10 est sur Koundé, si le 9 est sur Araujo, si ça défend comme ça, eh bien Christensen il va être libre lui. Donc il faudra si on lui donne la balle, si Koundé sert Christensen, au lieu d'attendre et de servir un gars, il va monter jusqu'à là. Donc là toute la défense va être obligée de redescendre, tac, tu vois, ils vont décaler. Et ça va ouvrir des possibilités pour les autres, tout simplement. Ça va resserrer, là, le 8, il va resserrer sur Lewandowski. Gundogan, il sera seul, tu vois, potentiellement. Du coup, après, il faut trouver des zones de passe. Si les mecs n'ont pas... C'est ça aussi qu'il faut mettre avec le Barça, qu'on n'a pas trouvé encore cette saison. Mais la vitesse dans le jeu, savoir gérer le tempo comme il faut, mais savoir accélérer quand il faut aussi. Si on trouve un angle de passe, si Christensen, il s'avance au milieu, et que là, par exemple, lui, le 8, il vient fermer sur Lewandowski, le 6 arrive sur Christensen, et bien là t'as l'angle de passe pour Gundogan, tu vois. Et là alors je peux pas bouger tous les mecs en même temps, c'est dommage, mais disons que le 6 il arrive, Christensen il sert Gundogan, t'as le 8 qui se décale, et là Lewandowski là, tac, il part dans la profondeur, tu vois, et Gundogan en une touche il sert Lewandowski. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est facile de dire ça comme ça paraît très simple, mais c'est juste une question de mouvement, une question de fluidité, une question de faire des appels aussi, parce que si tu proposes un jeu statique, bah tu vas avoir beaucoup plus de mal à trouver des solutions. Là je vous montre quelques mouvements, quelques trucs, c'est forcément en théorie sur le papier c'est beaucoup plus simple, mais dans le football, si tu proposes pas un minimum de mouvement, un minimum d'appels, bah forcément tu vas avoir beaucoup plus de mal à trouver des solutions, c'est assez logique. Donc là, le casse-tête aussi pour les défenses de défendre sur un 3-4-3, c'est de savoir si il faut qu'ils nous laissent sortir facilement. S'ils veulent pas nous laisser sortir facilement, ils vont devoir presser assez haut, disons, et savoir si, comme je disais tout à l'heure, le 7 il vient presser Christensen ou si il reste sur Cancelo, parce que si à partir du moment, disons que le 7 là dans le Real Madrid c'était Valverde, si Valverde il va presser Christensen qui est seul, qui est tout le temps libre on va dire, et qui monte, si Valverde sort sur Christensen, c'est là que Cancelo devient libre, tu vois. Et si le 2 Carvajal disons va sur Cancelo, il laissera libre Félix, et c'est là que ça sera dangereux, parce que là ils sont 2 dans l'axe et on est 3 attaquants, tu vois. Donc c'est ça aussi qu'il faut essayer de faire avec le Barça, c'est essayer de prendre vitesse, l'équipe adverse qu'elle n'ait pas le temps de se replacer quoi, concrètement, et qu'on attire en fait les joueurs. Ça c'est un classique du jeu de position, mais attirer les joueurs avec ballon au pied quoi, on va dire. Christensen, il a le ballon, il n'est pas attaqué, il avance jusqu'à ce qu'il soit attaqué.
S'il est attaqué par le 7, eh bien Cancelo sera libre. Et à ce moment-là, Cancelo avance. Et il va être jusqu'à ce qu'il soit attaqué. Là, il va pas avoir le choix. Le 2 peut pas laisser Cancelo attaquer. Donc le 2 va sortir sur Cancelo et qui sera libre, Félix. Et ainsi de suite. Ça, c'est des trucs de base du jeu de position. De toute façon, le jeu de position est assez complet. Il y a beaucoup de règles, on va dire, dans le jeu de position. Mais ça en fait partie et j'aimerais bien voir ça. On a vu un Barça cette saison qui pratiquait un jeu de position assez scolaire, j'ai envie de dire, assez simple. J'ai l'impression qu'ils étaient plus appliqués à pratiquer le jeu de position qu'à vraiment trouver des solutions. Le jeu de position, ça doit pas être un but. L'objectif du Barça n'est pas de jouer parfaitement un jeu de position, tu vois. Jouer le jeu de position parfait. Le but du Barça, enfin le but de toute équipe, c'est de gagner. Et le jeu de position, c'est pas la finalité. Le jeu de position, c'est la façon d'arriver à gagner le match. C'est tout. Et c'est ça que le Barça n'arrive pas à faire là, cette saison, ou même peut-être la saison dernière, même si on a eu quelques matchs quand même référence, quelques masterclass où vraiment on a su, tout était parfait, on va dire. Et faut qu'on arrive à produire ce jeu plus régulièrement. Par exemple, notre match contre le Real Madrid, là, même malgré la défaite, hein, c'est un jeu qu'on doit produire le plus souvent possible en fait. Et ensuite, après, l'autre problème qu'on a et qu'on devra résoudre, c'est l'efficacité. Mais l'efficacité, c'est encore autre chose. Ça vient avec la confiance, ça vient avec si les attaquants se mettent en confiance et commencent à marquer des buts, que ça s'enchaîne. Mais déjà, si l'équipe est bien en place, arrive à bien sortir le ballon, a une grosse domination dans le jeu et arrive à trouver des circuits de passe intéressants et à créer des occasions, les buts viendront de toute façon petit à petit. Peut-être que j'ai oublié beaucoup de choses, que j'ai survolé certains sujets, je me suis peut-être pas expliqué, mais par rapport au double pivot Frenkie Gavi, je pense que Gavi de toute façon, mais je l'avais déjà dit, moi je prends en compte à chaque fois quand je fais des vidéos que les personnes qui regardent la vidéo ont déjà vu mes anciennes vidéos, donc j'explique pas tout forcément, mais pour moi Gavi doit jouer dans un double pivot, on le voit cette saison, il est assez important dans ce rôle-là. Quand il joue dans un rôle plus offensif, il impacte un peu moins le jeu du Barça. Je pense que Gavi doit jouer dans un double pivot, en tout cas en attendant cette saison, je pense que c'est le double pivot qu'on doit voir, Frenkie Gavi ou alors Gundogan Gavi, tu vois, avec Pedri ou Fermin Lopez dans un poste un peu plus offensif. On voit Fermin Lopez par exemple qui a plutôt un profil très offensif, qui a tendance à se projeter vers l'attaque, essayer dès qu'il a le ballon d'aller tout le temps vers l'avant et de déclencher un maximum de frappes, tout ça. Donc c'est un profil assez différent de Gavi, de Frenkie et même de Pedri finalement. Pedri, c'est un joueur qui, avec le temps, peut-être jouera un peu plus bas, tu vois. J'aimerais bien voir Pedri dans un double pivot, peut-être à la place de Gavi pour faire souffler Gavi, j'en sais rien, tu vois. Après, le seul problème qu'on a là, c'est, même si Pedri jouait en double pivot, c'est qu'il nous faudrait quand même un gars beaucoup plus défensif, un double pivot complémentaire. Un gars défensif vraiment et un gars qui fait le jeu, un métronome, tu vois, à côté. Là, le métronome serait plus Frenkie finalement et le gars défensif plutôt Gavi. On va voir avec le temps comment va se développer Gavi dans son jeu. J'en avais déjà sorti des vidéos sur Gavi pour donner un peu mon avis. Mais c'est vrai que Gavi, avec le temps, on le sent beaucoup plus à l'aise pour essayer de gratter des ballons, être à la récupération, relancer propre, trucs comme ça, plutôt que essayer de débloquer des actions, créer des actions avec des dribbles, débloquer des situations comme ça. On le sent un peu moins offensif, tu vois. Donc pourquoi pas avec le temps voir un Gavi, je dirais pas pivot, tu vois, milieu récupérateur vraiment seul en 6, mais dans un double pivot à la récupération, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, cette fois-ci on conclut la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.